Tu fais partie de ces chercheurs qui mouillent le maillot, comme on dit sur Hypnomachie. Puis à un moment, ils ont compris la clé. Ils étaient fascinés de voir la porte que ça ouvrait. Il y a cette petite flamme qui s'est rajoutée parce que les personnes avaient conscience de la boîte de Pandore qui s'ouvrait. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Alors je suis avec Fabien. Fabien, comment est-ce qu'on te présente? T'as fait plein de trucs. Ouais. Alors j'ai un parcours un peu alambiqué. Et ben, tu me disais que tu étais acousticien, biologiste. Qu'est-ce que t'as fait? Du théâtre? J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma. J'ai beaucoup voyagé, un peu partout. J'ai beaucoup travaillé dans le spectacle, dans l'événementiel, réaliser des événements, créer des tournages. J'ai toujours voulu avoir les deux casquettes de chercheur, de comprendre comment ça marche à l'intérieur, et aussi la réalisation pratique, la réalisation concrète de comment ça marche dans la matière. Tu fais partie de ces chercheurs qui mouillent le maillot, comme on dit sur Hypnomachie, justement. Alors parce que moi, ce qui m'avait passionné, en fait, ça avait été quand j'ai appris la connaissance d'un sujet sur lequel tu as travaillé, donc justement, c'est un petit peu autour de ce sujet que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, qui est la notion de protéodie. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que la protéodie? Alors, une protéodie, ça ressemble à une mélodie musicale, mais c'est pas une mélodie. Ça va être une suite de notes, mais qui n'est pas une mélodie. C'est une suite de notes dans laquelle chaque note va correspondre à une acide aminé. On est fait de protéines. Dès qu'on sent une odeur, c'est des protéines qui rentrent dans notre nez. Bon, donc on a des protéines. Chaque protéine est faite d'acides aminés. Une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Avec les protéodies, on a découvert que à chaque acide aminé correspondait une note. Ce qui veut dire que si j'ai une chaîne protéique avec 10 acides aminés, j'aurai 10 notes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il y a entre ces notes et comment on a trouvé ces notes-là. Alors quand tu dis qu'il y a un lien, comment est-ce qu'on a établi qu'il y avait un lien? Parce qu'il y a énormément, tu sais, de systèmes pré-rationnels qui vont dire ça, c'est lié à ceci, que ce soit, je sais pas, chez les chakras indiens, en médecine chinoise, tu vois, on va te dire, voilà, manger du maïs, c'est lié à l'élément bois, tu vois, puis pourquoi? Parce que. Or là, il s'agit bien d'une approche scientifique, d'une approche biologique. Moi, pour préparer cet entretien, je suis allé sur Google Scholar, je suis tombé sur un certain nombre d'études qui parlent de protéodie, publiées dans... Enfin, voilà, le Jean zététicien moyen trouvera ça sérieux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? L'étude de base, c'est Joël Sternheimer qui avait eu un pressentiment de ça, parce qu'il était musicien, chercheur. Et donc lui, ce qu'il a eu l'idée de faire, c'était de voir s'il n'y avait pas un moment, s'il n'y avait pas une vibration caractéristique au moment de la synthèse de ces chaînes protéiques. Au moment où on a la protéine qui se fabrique dans la cellule, où on a l'ADN qui est codé en ARN, ensuite on a des codons de 3 lettres d'ADN, et à chaque 3 lettres appelle un acide aminé. Puis après la chaîne protéique se fait comme ça. Alors comment ça se passe? Il y a quelque chose qu'on appelle un ribosome, c'est une espèce de machine à décoder l'ARN et à appeler l'acide aminé ensuite. À ce moment-là, dans ces recherches, on s'est rendu compte qu'il y a une vibration qui se fait et que l'acide aminé est appelé par cette vibration. C'est le ribosome qui fait ce taf-là. Quand tu dis être appelé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, les cours de... Autant j'adore la biologie, autant la biochimie, c'est pas vraiment ma spécialité, et ça fait 15 ans que je suis pas... Voilà, c'est un petit peu loin, les cours de fac de bio, donc est-ce que tu peux... Puis quand tu dis, surtout, être appelé, qu'est-ce que Eh bien, il va y avoir une vibration électromagnétique. Le ribosome va reconnaître que c'est ATC, bon, ou tel codon d'ARN. Et quand il reconnaît que c'est telle formule, donc il y a un tableau, on sait que tel codon correspond à tel acide aminé, au moment où il va reconnaître ça, le ribosome va se mettre à émettre une vibration électromagnétique qui va permettre d'être reconnu. C'est pas encore une note, parce qu'une note ce serait audible, mais en tout cas une vibration électromagnétique qui correspond à, comme on pourrait dire, la fréquence propre de l'acide aminé. Du coup, comme ça va vibrer à la même fréquence, ça se calme. D'accord, donc c'est vraiment... Est-ce qu'on peut parler ce serait un petit peu une espèce de signe de reconnaissance, un petit peu comme des dauphins, faire machin pour se reconnaître. Ok, ouais, d'accord. Okay. À partir de là, une fois qu'il y a un deuxième codon qui arrive,
il y a une deuxième vibration, il y a un autre ribosome qui arrive, et avec une deuxième vibration qui appelle un deuxième acide aminé qui est différent du premier. Ok. Donc, l'idée de Joël, ça a été de comparer les écarts de fréquence entre ces différentes ondes électromagnétiques associées à chaque acide aminé. Il les a toutes relevées, il a fait juste des différences, et il a vu que ces fréquences étaient échelonnées avec des rapports qui étaient les mêmes que ceux de la gamme tempérée. Donc la gamme de base, Voilà, la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, voilà. la gamme de base. La gamme de base. C'est ça. Et donc quelque part, est-ce que l'on pourrait dire que, à l'instar de René Girard, oui, ça y est, ça fait 5 minutes d'interview déjà, je parle de Girard, non mais que il a validé scientifiquement parce que dans la tradition, il y a énormément de gens qui parlent de cette gamme, ça sous-entend un certain nombre de symboles, un certain nombre d'enseignements qui auparavant relevaient ou auraient pu relever du pré-rationnel pur parce qu'il n'y avait pas de validation scientifique. Et donc lui a quand même propose un faisceau d'indices, donc il a trouvé ça en 93, c'est dans le domaine public. 92, ok. C'est 93 sur Wikipédia. En 82, il avait déjà trouvé, puis il y a eu un brevet, enfin c'était assez... D'accord, il a mis 10 ans un avant cheminement. ouais, ok. Ce qui n'est pas étonnant. Et voilà, donc quelque part, là on peut considérer, toute logique et sans prétention aucune, qu'on est dans quelque chose de scientifiquement mis en évidence. C'est ça. Ok. Et alors, j'ai vu aussi que donc, la protéodie pouvait être utilisée pour inhiber aussi un certain nombre de phénomènes. Voilà. Tu peux nous expliquer ? Oui, la clé qu'on n'a pas dit, c'est que comme il a vu que ces différents rapports de fréquence étaient échelonnés entre eux selon la gamme tempérée, il s'est dit, si je garde ces mêmes écarts de fréquence et que je les transpose dans le domaine de l'audible, j'obtiens des mélodies. Et donc oui, c'est facile à faire. On prend des écarts de fréquence, on peut les transposer à ce coup, et si on les transpose encore à une fréquence encore plus élevée, on a de la lumière, on a des couleurs. Et encore plus élevée, on va avoir autre chose, je sais pas, de l'ultraviolet ou tout ce qu'on veut. Bon. Puisque ce qui compte, c'est pas les fréquences, c'est leurs écarts entre elles. Il a transposé ça avec donc dans une gamme audible pour obtenir une mélodie. Cette mélodie, il l'a appelée une protéodie. Parce que c'est pas vraiment une mélodie dans le sens où c'est très dur de la retenir par cœur. Il y a beaucoup trop de variations, beaucoup trop d'informations pour que ce soit facilement mélodieux. Il y a des passages mélodieux, mais d'autres pas trop. Une fois qu'il a transposé ça, il a fait écouter à une plante. Donc, par exemple, si on prend une protéine qui va avoir une action dans la croissance d'un haricot vert, par exemple, ou d'une plante assez facile à observer parce qu'elle pousse vite. Donc on la stimule. On la stimule. Enfin, on ne sait pas encore si on la stimule. En tout cas, on la. C'est ça. On va la soumettre à cette diffusion de notes. Avec un plan témoin qui n'a pas droit à cette écoute. Donc, on l'a fait écouter, et là on constate que ça va pousser beaucoup plus vite que le plan témoin. Bon. Donc il y a bien un effet. Il y a un effet. Ce qui est intéressant, ce qu'on a constaté, c'est que quand on en diffuse trop, la plante se nécrose. Donc là, il y a aussi un effet quand c'est trop. Et il y a eu une autre étude, parce qu'on s'est dit, si c'est possible de stimuler, est-ce que c'est possible d'inhiber ? Donc pour ça, oui, du coup, il y a eu une espèce de contre-gamme qui a été faite. C'était quoi ? C'était en stimulant des inhibiteurs ou au contraire en prenant la fréquence inverse ? C'est ça, c'est en prenant la fréquence inverse. D'accord, ok. Du coup, on va avoir une fréquence centrale, et si on fait une mélodie inverse de la première, toujours sur la gamme tempérée, on va obtenir une mélodie inhibitrice. Et du coup, encore une fois, on la soumet au même protocole, et on observe un ralentissement de la croissance par rapport au plan témoin. Donc voilà, donc on a constaté l'effet comme ça. Après, les mécanismes de comment ça marche très réellement, ils sont à l'étude en ce moment avec une thèse qui est en train d'être faite par Victor Prévost, qui est un biologiste qui est chouette, et sur le petit pois. Et après 6 ans de recherche, en gros, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un effet. Ce qu'on a pu prouver, c'est qu'il y avait un effet. On avance lentement, mais on avance. Et du coup, c'est vraiment de la recherche fondamentale, dans le sens où c'est très compliqué, et puis tu agis sur un effet, mais tu sais pas, ça se trouve, tu agis sur la protéine, sur la bactérie qui agit sur tel truc, c'est très très complexe, et du coup,
c'est pas miraculeux dans le sens où on va pas ressortir une recette miracle, et puis et on croit qu'on va avoir cet effet-là, puis ça marche pas du tout, on a l'inverse, on comprend pas pourquoi, ça, voilà, c'est la recherche. A priori, ça doit intéresser pas mal de grosses firmes, puisque j'ai cru voir aussi qu'il y avait des gens qui avaient essayé de stimuler la lactation des vaches. Oui. Voilà. Il y a une société collée aux recherches de Joël, qui s'appelle Genodix, et cette société-là, c'est une société qui propose d'utiliser ce procédé-là pour les maraîchers et les vignerons, les vignobles en France et en Europe de plus en plus. Et parce qu'ils voulaient aussi avoir un raisin plus sucré, avec des choses comme ça pour augmenter aussi. Et du coup, ils ont traité l'esca, qui est un champignon de la vigne, avec ce procédé, et ça marche très très bien. Et du coup, ça sert en même temps de pouvoir faire financer des recherches, parce que ça fait les vignerons une ne payent un application forfait, pratique, voilà. oui. C'est pratique, et en plus, on peut avoir des données année après année sur des parcelles qui ont été traitées, des parcelles qui n'ont pas été traitées, leur évolution par rapport à d'autres facteurs aussi. Du coup, on a une recherche scientifique à ciel ouvert à très grande échelle pour pouvoir collecter des données et être sérieux dans l'offre de cette entreprise et dans les résultats où on sait que là ça marche comme ça, quoi. Et alors, ça ouvrirait, ou ça ouvre, enfin ça justement, à toi de me dire, est-ce que ça ouvre ou ouvrirait des possibilités d'application en médecine, sur l'humain directement ? Alors oui. Ou est-ce qu'on en est sur les animaux déjà ? Non, ça marche, on est vivant, on est des plantes, c'est la même chose. Donc ça marche aussi sur nous. Après on est un peu plus prudent, mais c'est là où ça devient vraiment fascinant, parce que ça reste des mélodies. Enfin, c'est des protéodies, on ne les appelle pas mélodies, mais ça reste du son qu'on entend, et c'est harmonieux, quoi. Du coup ça a un impact sur nous, comme la musique a un impact sur nous. Positif, négatif ou totalement neutre. On a remarqué que si on écoute une protéodie dont on a besoin, c'est-à-dire une molécule qui nous manque, on va être sensible à cette protéodie qu'on va pouvoir qualifier de musique à ce moment-là, parce qu'elle va nous toucher, elle va même nous faire pleurer, elle va nous toucher d'une manière émotionnelle en tout cas. Puis elle contribue donc à l'homéostasie de notre système quelque part. Donc, la nature est bien faite. C'est toujours la fonction de l'émotion de toute façon. Et du coup, nous, sujets, on va pouvoir être acteurs d'une guérison. C'est comme si on prenait un médicament, ou alors voilà, c'est comme quand on essaye des lunettes, tout de suite on voit si c'est la bonne vue ou si c'est pas la bonne vue. Instantanément. On n'a pas besoin d'avoir des analyses ou de faire confiance à un tiers qui va nous dire votre corps il marche comme ça, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas besoin de donner cette confiance à quelqu'un d'autre qu'à nous. On sait tout de suite si ça nous correspond ou si pas du tout. Il y a des mélodies qui vont nous paraître neutres, bon là il ne faut pas trop insister. Certaines, elles vont nous faire comme un coup de poignard dans le cœur. Et là il ne faut pas insister parce que ça devient dangereux. Oui, parce que tu peux te foutre en l'air. C'est pour ça qu'on est très prudent. D'accord. Parce que moi du coup là je suis très très curieux, tu vois, parce que dans mon étude de la tradition, j'ai entendu un certain nombre de musiques qui avaient ce genre de prétention, dans des... Mais si tu veux, dans mes recherches, j'ai toujours... Ça fait 20 ans que j'entends des gens parler d'utiliser les sons, les vibrations, que ce soit dans les arts martiaux, il y a le Kiai-Jutsu, l'art des cris, etc. Dans certaines pratiques spirituelles, il y a des choses un petit peu comme ça. Mais j'avais toujours vu ça d'un point de vue purement pré-rationnel. C'est-à-dire que je voyais des gens qui me disaient, voilà, alors certes, une autre partie de leur enseignement était tout à fait valable, mais c'est pas parce qu'une partie de l'enseignement est valable que l'ensemble est valable, et donc si tu veux, j'avais toujours abordé ça avec une espèce de discernement épistémologique. Évidemment, ça ouvre la porte à tout ça, ça ouvre une sacrée porte. Voilà, ça ouvre une porte gigantesque, donc là je suis extrêmement curieux, tu vois, j'ai l'impression de réouvrir un vieux dossier que j'ai mis dans un truc il y a 10 ans et que j'ai, tu vois. On a cherché des correspondances, c'est là où ça devient vraiment passionnant, entre les Icaros par exemple, au Pérou, qui sont des chants, et où au Pérou ils disent qu'ils soignent avec les chants. Les drogues sont là pour ouvrir la perception et la réceptivité au chant. Les visions, c'est comme aller au cinéma, c'est la télé, mais le son se fait par les chants. Et dans plein de... Bon, évidemment, tout ce qui est bouddhiste tibétain, donc le son, les sons des gongs, c'est très important, et à chaque son correspond un chakra. Et du coup, quand on a cherché des correspondances, soit dans des Icaros, soit dans des musiques qui existent, par exemple, telle personne qui a telle affection médicale, telle pathologie, enfin, si on lui demande de nous dire quelle musique elle écoute en boucle, enfin, quelle musique l'a fait vibrer en ce moment, on écoute ça, et on analyse, et elle nous dit, est-ce que tu pourrais détecter les notes précisément ? Parce que quand on écoute une musique, on se rend compte qu'on a certaines notes qui nous...
C'est celles-là qui nous font vibrer, qui nous font totalement passer dans un monde assez poétique. Bah, ces notes-là, on les repère. Et on les passe à la moulinette de protéodie pour voir s'il n'y a pas une protéodie qui pourrait correspondre à ça, ou simplement un bout de génome qui pourrait correspondre à ces notes-là. Alors oui, en général, il va y avoir plusieurs candidats. Je sais pas, 3, 4, 5, dans lequel il y a un bout de séquence de ça. Ça peut être 4 notes, ou des fois une dizaine de notes. Alors là, c'est assez rare, mais c'est... Je mettrai dans la description un petit peu de quelques études là-dessus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin là-dessus. Et au moment où, si on arrive à bien cibler la protéodie cible, qui correspond à la pathologie de la personne, à ce qu'elle nous dit des musiques qu'elle écoute, en faisant quelques essais, on peut tomber sur la protéodie dont elle a besoin. Et là, on va lui en faire écouter une, deux, et bah, rien. Mais genre, c'est même pas de la musique, quoi. C'est du rien, voire c'est très désagréable. Et à un moment, on tombe dessus. Et alors là, il y a comme une synchronisation parfaite entre entre le ressenti, l'état émotionnel de la personne et la mélodie. Et donc ça se ressent. Moi, aujourd'hui, je suis musicien, artiste, du coup, quand un public rentre en empathie sur une scène, on le sent tout de suite. Il y a une information qui passe. Et donc là, c'est ce truc-là qui se passe. Il y a une empathie qui se crée dans l'instant et ça circule. Est-ce que même on peut parler de sympathie dans le sens où il y a une syntonisation du pathos, sous-entendu ils ont tous le même déséquilibre organique et donc il y a quelque chose qui se... Ouais, d'accord. Alors du coup, est-ce que la notion d'octave rentre en ligne de compte? Est-ce que ça vaut le coup quasiment de se diffuser en temps, de se faire 15 minutes par jour avec juste le ré ou le la, tu vois, qui va bien? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment être très attentif à comment on le perçoit à l'intérieur. Et quand, dès qu'on sent que c'est bon, c'est bon. C'est un peu comme une nourriture, quoi. C'est juste, c'est très momentané. Imagine qu'on s'endort avec. Bah là, ça peut faire des ravages puisque c'est trop. Et comme on dort, on n'a plus la conscience que ça se diffuse, mais ça diffuse. Et du coup, il peut y avoir des surdoses, et là, c'est un peu moyen, quoi. Ce serait comme s'endormir avec un cathéter de Nutella. Oui, d'accord. C'est ça. Okay. Alors, en termes d'applications pratiques, du coup, est-ce qu'on a déjà des applications pratiques ou est-ce que c'est encore balbutiant? Avec la Genodix, on a des vraies applications pratiques dans les champs, avec les traitements de champignons, ou les traitements de la vigne, ou les traitements de pathogènes sur les cultures. Ça marche bien, et la société devient de plus en plus connue dans le milieu. Et maintenant, ils vont au salon de l'agriculture, par exemple. Ça commence à être connu. Au début, ça a été reçu avec un peu de moquerie, de distance. Les gens de l'INRA nous détestaient parce que ça foutait tout en l'air. Et puis petit à petit, ça fait la place et le sourire disparaît. Maintenant, les maraîchers disent bah ok, allez, on essaye. Parce qu'ils ont essayé telle méthode, avec les conséquences des fois que ça a en termes de pesticides sur les sols. Et bah, ils disent bah pourquoi pas, ou ils ont un copain qui a essayé puis ça a marché. Et du coup, petit à petit, bouche à oreille, ça fait que ça commence à prendre sa vraie place. Par contre, au niveau humain, bah, y a, du fait que ce soit qu'il n'y ait pas encore de recherche fondamentale sur ça, avec le cadre qui va avec, ça fait que ça évolue pas très vite. Vous auriez besoin de plus de moyens pour... je dis vous, toi t'es plus tout à fait là-dedans maintenant, tu es sorti de ce circuit-là, mais ouais, ok. Et moi, ce que je faisais sur la fin, c'est que je développais des musiques filtres, c'est-à-dire on avait fait tout un travail pour empêcher ou limiter des accidents éventuels de gens qui écoutent, et même par rapport aux protéodies qui sont diffusées dans les champs. Ça veut dire que si quelqu'un passe à ce moment-là, écoute et en écoute une, et à un moment où il ne faut pas du tout qu'il en écoute, bah, ça peut être dangereux. Et c'est compliqué de cadrer ça. Oui. Alors, tu disais ça peut être dangereux, etc. Mais c'est dangereux à quel point? C'est-à-dire, est-ce que c'est dangereux? On évoquait tout à l'heure le fait de s'endormir, par exemple, avec une note, et où ça peut être dangereux parce que ça continue de travailler pendant le sommeil. Mais est-ce que c'est dangereux comme de laisser la fenêtre ouverte et on se réveille avec un rhume? Ou est-ce que c'est dangereux comme de laisser le gaz ouvert et tu te réveilles jamais, quoi? Tu vois, parce qu'il y a plusieurs échelles de danger quand même. Bah, je dirais que ça peut être dangereux ou bénéfique, comme toute action bénéfique qui nous change, qui vient de l'extérieur.
par exemple, à l'époque où on s'intéressait à ça avec mon ami, un ami biologiste, parce qu'au début on n'y croyait pas du tout. C'était très séduisant, mais sans vraiment croire sincèrement scientifiquement. On avait fait une expérience. On avait décodé, c'est sûrement une connerie, mais on avait décodé la protéodie de l'adrénaline. On se la diffuse. Et là, les notes passent, une par une. Et à un moment, sur la même note, donc au début ça se passe et ça nous fait rien, et sur la même note, on ressent ensemble, sur la même note, comme un coup de poignard, enfin c'est trop violent, une pression sur le thorax, en même temps. On a tout de suite arrêté, là on s'est regardé, on a fait ok, c'est réel, il se passe quelque chose. Et à partir de là, on a ouvert la porte à vraiment comprendre, quoi. Donc en fait, ça dépend totalement de la protéodie en question. Il y en a certaines qui peuvent probablement être très dangereuses et d'autres totalement bénignes, et ça dépend aussi des individus. Même très bénéfiques. Oui, voire très bénéfiques. Là, je parlais de l'idée. La puissance des protéodies, et ce sur quoi Joël aime bien qu'on insiste, c'est l'importance du sujet. C'est qu'on arrête d'être un objet qui est traité comme tel par la médecine, on nous dit maintenant c'est l'ordonnance, vous faites ça et puis vous serez guéri, et puis point, on est totalement exclu du processus de guérison, et on est un peu passif de sa guérison, sans conscience. L'approche de ça, le fait d'être conscient si on apprécie ou pas telle écoute, et de dire non là j'aime pas, et de arrêter, ou de dire là j'aime bien, et avoir la possibilité d'en écouter suffisamment, et puis arrêter quand il n'y a plus besoin. Ça réinclut totalement le patient dans sa phase de guérison. Ça refait de lui un sujet et ça le remet au centre du processus thérapeutique. Ça c'est vraiment l'approche intéressante, et il y a un côté éthique qui est assez intéressant. Après, derrière, il faut qu'il y ait suffisamment de bases de données pour répondre à plein de choses, et voir si jamais il y a eu trop d'écoute, pouvoir écouter dans l'autre sens, ou quelque chose qui va inhiber, mais c'est compliqué, parce qu'imaginons on écoute quelque chose, une protéodie de collagène, pour réparer des tissus qui sont abîmés. Imaginons c'est trop et on sent qu'on n'est pas bien après, si on écoute l'inverse du collagène, on va tuer les cellules. Ça marche pas, donc il faut trouver autre chose. Du coup, il faut bien connaître l'anatomie et comment ça fonctionne. Donc là, c'est des heures et des heures de lecture sur PubMed. Dès qu'on a un sujet, il faut l'explorer à fond pour chercher des protéines candidates pour corriger certaines choses, ou un peu par là, enlever un peu par-ci. Donc comme d'habitude, en fait, dès qu'on essaye d'agir sur un système qu'on ne maîtrise pas entièrement, justement qu'on s'entraîne à le faire, le risque de créer justement l'effet inverse de l'intention initiale est très très élevé. Alors, pour les plantes, on s'imagine que c'est moins dangereux, parce que les plantes s'adaptent. Puis on a moins de scrupules éthiques et déontologiques aussi avec les fougères. On pourra en parler, mais voilà, les plantes, le riz a je sais pas combien de gènes, 400 gènes, il y a une ressource génétique d'adaptabilité qui fait que si telle plante est plus petite, elle va quand même pousser, mais petite, si elle est 10 fois plus grande, elle va quand même pousser 10 fois plus grande. Un humain qui dépasse pas ça, il va mourir. Voilà. Ouais. Du coup, ça rend l'approche beaucoup plus complexe pour faire des essais. Et comme c'est des transpositions de fréquences, si on les transpose dans le domaine visible, on peut voir une protéodie en une seconde. Tu vois juste les différentes couleurs, une succession de couleurs, dans un ordre précis. Vous avez démontré ça justement également, que ça aurait le même effet? Ouais, d'accord. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas de contrôle d'arrêté. C'est-à-dire, tu prends tout d'un coup, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas utilisé. Et je trouve ça intéressant aussi parce que ça pose vraiment la question de l'éthique en science, et ça montre vraiment à quel point la démarche scientifique, aussi belle soit-elle, s'inscrit toujours et systématiquement dans un cadre éthique, dans un cadre déontologique qui la borne et aussi la limite. Et quand je dis la borne et la limite, c'est presque comme une plante qui va pousser d'un côté ou de l'autre selon là où on met le tuteur. Mais c'est... Oui. Ouais. Et avec toutes les questions, d'un instant on met le doigt sur quelque chose qui est naturel, et comme si on découvrait un mécanisme important mais sans vraiment comprendre. Donc c'est juste qu'il y a quelque chose là qui est intéressant, et ça pose toutes les questions philosophiques, Oui, parce que l'histoire de la médecine, elle s'est quand même construite sur la guerre et le sacrifice de centaines de milliers de gens dans des contextes militaires.
effectivement, là, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? C'est une sacrée question. Donc, une grosse partie de mon boulot que j'ai fait là-bas, c'est de travailler sur des musiques filtres qui contenaient des bouts des bouts de protéodie. Ça veut dire c'est quoi une musique filtre? Une musique filtre, ça va être une musique qui contient suffisamment d'informations pour être informée par la protéine, dans le sens où l'information de la protéine sera contenue, mais il y a des erreurs voulues pour atténuer les effets. Comme ça, les personnes qui écoutent peuvent dire « Ah oui, ça j'aime bien », avant d'écouter la protéine, la vraie. D'accord. Du coup, ils disent bien « Ah ok, du coup ça te permet de faire une sélection. » C'est une mise en bouche. Voilà, et du coup, on se dit, bah ok, elle aime bien ça, donc je vais dans cette direction. Une mise en bouche pas trop importante. Sans que ce soit dangereux. Même l'écouter en entier, même 3 fois, pour dire, j'aime, ah non, j'aime pas en fait. Et comme ça, et il n'y a aucun danger, puisque c'est de la musique. D'accord. C'est équivalent à, si on écoute tel opéra 10 fois, bon, même si au bout de la 15e fois on n'en peut plus, ça va pas normal. Quand on écoute tel slogan de pub qui se passe en boucle, on en a marre, mais on se rend pas malade pour ça, même si c'est trop. Question peut-être totalement naïve, hein, mais ça me vient comme ça. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans une certaine mesure, les musiques que l'on entend dans les magasins, dans l'espace public, quelque part, pourraient totalement, de ce point de vue-là, être assimilées à une forme d'externalité négative qui pourrait impacter sur des gens, justement? Alors, probablement, mais est-ce qu'il y a de la conscience de ça? Non, probablement pas. Mais même de la part des gens qui choisissent les musiques. Hein. Je n'en doute pas. Je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés. Je dis qu'en tout cas, ça pourrait scientifiquement se plaider au tribunal dans des affaires. Objectivement, on pourrait le démontrer de façon carrée. Quoi. Et la personne dirait juste « Ah bah désolé, je savais pas. » quoi. D'accord. Bah, sans parler de trucs négatifs, on peut aussi voir que quand il y avait telle épidémie de typhus, et on voit la musique qui était à la mode à ce moment-là, on la passe au microscope des protéodies, et on va repérer des séquences de protéines qui correspondent à soit l'inhibiteur du virus en question, soit un antibiotique ou quelque chose comme ça qui va traiter. Donc ça c'est fascinant. C'est-à-dire peut-être que toutes les musiques à la mode qui vont marcher à tel moment et tu les mets 6 mois plus tard, elles ne marchent plus. Ça correspond à un désir biologique et qu'il y aurait un choix biologiquement fait qui oriente la mode musicale. Et que si ce choix est forcé, ça fait... Il n'y a pas de lien entre le public, et donc c'est totalement commercial, ça marche pas bien. Mais quand vraiment on a associé telle musique à telle époque ou à tel mois, en ce moment pendant 2 mois on avait telle musique, on avait tous en tête, puis après on oublie. Mais vraiment oublié, on ne sait même plus ce que c'était. Alors que pendant 2 mois on l'avait tous dans la tête. Bah, quand on recherche ça, on trouve très souvent des bouts de protéodie qui correspondaient à un pathogène qui était ambiant, qui circulait et dont on s'est protégé en écoutant ça. D'accord, donc le succès de Psy avec Gangnam Style, a priori... c'est possible, ce serait intéressant ce serait intéressant de fouiller. D'accord, ok. Il y a un peu le même souci qu'il y a dans toutes les technologies alternatives ou dans tous les nouveaux procédés qu'on découvre. Où il y a des sujets passionnants avec des découvertes passionnantes. Et du coup, beaucoup de gens qui vont se rapprocher en cherchant un messie. Ah, vous avez trouvé comment remettre ça? Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, ça crée de fait une sorte de religiosité dans l'approche où on va admettre tout sans chercher à comprendre, en se disant de toute façon j'ai pas le niveau pour comprendre, donc je cherche pas à comprendre. Et ça fait plus du mal que du bien à une recherche. Et puis ça va drainer tous les illuminés en quête de papa mystique, évidemment. Ouais. Et du coup, c'est forcément ça. Mais voilà, ça attire ces gens-là, mais ça attire aussi, je me souviens d'une fois où il y avait 2 chercheurs en maths israéliens qui étaient venus au bureau pour essayer de comprendre les équations qu'il utilisait. Et au début, ils étaient un peu à rien comprendre. Puis à un moment, ils ont compris la clé. Et ils étaient fascinés de voir la porte que ça ouvrait. Et ils voyaient le génie qu'il y avait derrière, qui ensuite ouvrait la porte qui était bien fermée pour l'instant. Et c'était assez marrant de les voir trouver l'espèce de eureka qu'on a pas souvent maintenant dans les labos où limite on nous dit à l'avance ce qu'il faut trouver, quoi. Il y a cette petite flamme qui s'est rajoutée parce que les personnes avaient conscience de la boîte de Pandore qui s'ouvrait. C'est quand même un des gros inconvénients, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un énorme inconvénient de l'approche bayésienne pour choisir les sujets de recherche, quoi.
C'est que oui, on est sur des probabilités, mais en fait, rien ne nous dit qu'il n'y a pas un gars avec une foi... bon, t'as tous les gars qui vont se prendre un mur et où ça ne donnera rien, mais de temps en temps, t'as fatalement une personne qui va trouver un truc. Bah, c'est toujours le souci, c'est un choix politique, hein, de savoir si on oriente la recherche au gré des inspirations, où le gars fait un rêve et il pense que c'est ça, et il va prouver soit que ce rêve dit n'importe quoi, soit qu'il y a vraiment quelque chose. Et souvent, c'est avec ça qu'on va avoir des recherches inspirées qui vont peut-être aller dans le mur, mais qui vont peut-être aboutir à des révolutions. C'est une approche qui a été, à des moments, qui a fonctionné comme ça. Soit c'est déterminé par une approche commerciale, du coup, c'est des objectifs commerciaux, soit ça va être une approche militaire, et en fonction de l'approche politique qui est derrière, bah, on cadre la recherche, et on va améliorer certains process dans certains domaines, et en contraindre terriblement dans d'autres. Et en décrédibilisant les gens, en mettant des bâtons dans les roues pour que les gens, au bout d'un moment, soit ils vieillissent, donc ils meurent, donc ça meurt avec eux. Soit beaucoup de jeunes chercheurs vont pas oser y aller parce qu'ils veulent pas se griller à 25 ans, faire leur thèse là-dedans, ils savent que s'ils posent le pied là, c'est foutu. Il y a les allants de soi, il y a toute une propagande en fait, c'est une véritable hypnose du milieu universitaire pour orienter la recherche. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes chercheurs en sont même pas forcément conscients, ou alors en sont conscients puis le refoulent pour éviter la dissonance cognitive. Et je trouve que c'est un bon moment pour en parler, parce que justement, typiquement, le sujet de la protéodie est suffisamment borderline pour qu'on puisse au moins dire un mot là-dessus. Parce que là, pour moi, là, on est vraiment dans la quintessence de la recherche avec un R majuscule, en fait. On ne sait pas où on va. Voilà. On a constaté quelque chose qui est très inspirant. Du coup, c'est important d'être inspiré quand on fait de la recherche, parce que c'est ça qui donne la motivation de ne pas arrêter quand ça ne marche pas. Parce que très souvent, ça ne marche pas. Mais voilà, quand ça marche, il faut pouvoir avoir l'espèce d'assurance que derrière, ça suit. Et qu'il y a des finances, et qu'il y a de la reconnaissance, et qu'il y a... C'est même pas des prix, mais c'est des... pas des déconsidérations. C'est assez marrant de voir dans des conférences comment certains sujets sont totalement balayés avec du mépris, alors que d'autres sujets vont être fouillés, pris au sérieux, alors même qu'ils sont jamais prouvés. Oui, mais à la limite, un bon garde-fou, ce serait de ne jamais considérer et de toujours... toujours, je sais pas si toujours, mais en tout cas de faire très attention à cette espèce d'allant de soi et des gens qui font, voyons, ça n'est pas sérieux, et tous ces trucs qui vont de soi, mais non, de rien laisser passer à cet endroit-là. C'est ça. Et du coup, on est tous plein de biais de toute manière, parce qu'on a envie de croire que ça marche, du coup on accentue, donc on s'auto-suggère que ça marche, ça rentre aussi dans la démarche. Par exemple, quelqu'un qui va écouter une protéodie, qui a très envie que ça marche, et qui a voué un culte à ce truc-là, et il va mettre tout en œuvre à l'intérieur de lui pour que ça fonctionne. Tiens, j'ai une question là-dessus justement. Est-ce qu'on a fait des tests protéodie versus effet placebo ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez travaillé... Enfin, est-ce que la protéodie peut passer outre l'effet placebo ? C'est-à-dire quelqu'un qui n'y croit pas du tout. Tu vois, ça, on l'a fait avec les plantes. Oui. Est-ce qu'il y a un effet placebo des plantes ? Je sais pas. Mais... Alors, je crois me souvenir que oui. Je crois bien me souvenir que oui. Il faudrait que je recherche ça, parce que j'avais préparé une époque un travail sur l'effet placebo. Et bon, avec les animaux, c'est sûr. Et je crois me souvenir qu'on l'avait mis en évidence avec les plantes. Il faudrait que j'aille vérifier ça. Sur les humains, il n'y a pas eu encore, et c'est vraiment dommage, de vraies études en double aveugle, dans des bonnes conditions, avec tout ce qu'il faut pour... Il y a failli en avoir eu, plusieurs fois, mais ça n'a pas pu être mis en place pour l'instant. Pour des questions éthiques, des questions de moyens, des questions politiques. Politique. Ok, je mettrai pas ça, tu veux pas. Ok. On en parle après. Ça va. Il y a eu des expériences plus ou moins marrantes. Il y en avait une qui a fait l'office d'une publication qui a bien marché. C'est celle où il y avait une action sur le phytoplancton. Le phytoplancton donc, qui s'illumine ou pas en fonction de certaines... Et du coup, il y avait eu une diffusion d'une protéodie qui active ou qui inhibe ce système de photoluminescence. Et du coup, le groupe qui avait écouté la mélodie lumière et celle qui n'avait pas écouté voir une inhibition, ça restait sombre. Et du coup, il y avait un côté très poétique de voir la mise en pratique vraiment concrète et pas attendre une pousse ou une guérison et des examens pour voir si ça fonctionne. Mais juste, on voyait concrètement tout de suite l'impact et l'effet. Ouais, c'était super tangible. Ah ouais, donc c'est vraiment reproductible et robuste, quoi. Et je dirais le mécanisme de ça,
on rentre avec des équations de Lou Broglie, c'est un physicien en physique quantique. Donc, pour Joël, ça a l'air très très clair, mais c'est un peu complexe pour le néophyte qui n'est pas 100% dans les maths de comprendre le cheminement de comment ça marche très très précisément. Et même et à travers les études sur le petit poids, ça la lumière fume. Oui. Et ça, c'est compliqué de comprendre pour l'instant à ce stade chacun des mécanismes. Ça donne le sentiment d'avoir mis le doigt sur quelque chose, sur un effet de la biologie super important, mais dont on apprend à décoder. Oui, parce que ça pourrait ouvrir quasiment vers une humanité qui pourrait se réparer 4 fois plus vite, dormir instantanément, enfin régler sans chimie. Sans chimie, de façon quasi naturelle, enfin tout de même interventionniste, enfin de façon naturelle ça veut rien dire, mais ouais. Et si on... la médecine péruvienne, beaucoup de médecines sont sur ça. Quand on soigne par des chants, ou même par du tambour, ou par des icaros, où c'est vraiment des mélodies très très précises, et c'est complètement ça. Alors, est-ce qu'on est en train de redécouvrir quelque chose qui a été mythifié, religiosisé, et parce qu'on ne comprenait plus, et du coup il fallait garder par le rituel l'efficacité? Est-ce qu'on redécouvre ça? Ou est-ce qu'ils ont trouvé ça par hasard et puis ça a fonctionné? Est-ce que c'était déjà une technologie qui était une technologie médicale et qui ensuite est devenue mystique? Je sais pas. Ça pose la question que j'abordais dans la vidéo sur les trans en Afrique, sur l'usage de l'ayahuasca, qui leur donnait une connaissance incroyable de telle plante fait ça, telle plante fait ça. On se demandait comment ils savaient tout ça, quoi. Au Pérou, quand on interroge des sorciers là-bas qui utilisent les lianes ou les plantes, ils disent qu'ils vont demander à la plante quelle mélodie pour telle pathologie. C'est ça. Et du coup, ils vont chercher des mélodies qu'ensuite ils vont chanter à leurs patients. L'approche avec les plantes est bien parce que ça permet de... ça marche ou ça marche pas, quoi. Ça, c'est top. Quand on fait intervenir les humains, il y a tellement de biais. C'est un peu ce que dit Raoult dans ses études. Quand tu touches à la médecine, faire une étude à la scientifique, on a beaucoup critiqué pour ça parce que c'est pas le protocole. Oui, mais le protocole en réel, quand on parle de la santé des gens, tu vas pas leur dire toi je te laisse mourir et puis toi je te soigne. Et du coup c'est très compliqué de monter des protocoles, notamment pour ça. J'ai pas mal fait quelques billets sur la page Facebook pour expliquer un peu Raoult et de voir comment c'est vrai. Il y a vraiment des différences de niveau de compréhension épistémologique, quoi. Il y a des gens qui appliquent le manuel, il y avait Idriss Aberkane qui parlait des premiers de la classe comme ça, c'est pas le manuel, etc., mais qui se rendaient pas compte que sur le terrain c'était pas comme ça que ça se passait. C'est ça. Puis avec des pressions, et puis avec d'un côté le jeu des croyances, de l'autre côté le jeu des ultra-sceptiques zététiciens, qui est aussi un système de croyances, puisqu'il se ferme à l'hypothèse que ça pourrait fonctionner. Et au lieu de dire on peut fonctionner en double aveugle, on peut dire alors là je pars du principe que ça marche pas. Alors j'essaie de traiter les cas qui marchent, de les expliquer autrement. Ou alors je prends du principe que ça marche. Par contre quand ça marche pas, là je vois pourquoi. Et là on est dans une démarche qui me semble scientifique. Si je pars du biais de base que ça marche pas, avec souvent des procédés malhonnêtes qui vont aller sur ah oui mais là c'est pas précis, et puis lui connaît machin, et comme machin est pas crédible, lui n'est pas crédible. Et là on est dans un démontage, parce qu'on peut faire le même procédé avec absolument toutes les idées. Tout à fait. De même qu'on peut crédibiliser une idée farfelue si on met des référies d'autorité derrière, on peut décrédibiliser une autre très facilement en fait. Voilà, c'est ça de la science, les amis. C'est ça de la vraie bonne science. Tu vois, c'est justement s'abstraire de ces biais limbiques, de ces biais de croyances, de ces biais politiques, etc., pour avoir cette humilité face à un réel qui nous dépasse. Voilà. Bon, ça fait plaisir de se sentir con, c'est bien. c'est un plaisir de fin gourmet. J'espère que chez vous, vous en jouissez en tout cas autant que nous. Mais c'est de se laisser surprendre, de pas survendre aussi les choses. Et je te remercie parce que je trouve que tu nous as parlé de la notion avec une honnêteté épistémologique rare, tu vois, sans chercher à nous le vendre, sans chercher à le diminuer. Enfin voilà, et j'apprécie vraiment beaucoup ça. Donc voilà, merci beaucoup. C'était passionnant. Moi, je redécouvre tout ça avec toi. Je te remercie beaucoup pour ce temps-là. Pour moi, c'est une réouverture de quelque chose.
J'avais déjà commencé à me farcir un peu la littérature scientifique sur le sujet, mais j'ai pas tout. Et puis notamment dans mes recherches, je vois qu'il faut un niveau, notamment en physique quantique, qui n'est pas encore le mien là, donc ça veut dire se mettre à niveau. Enfin, donc c'est assez touffu, hein. C'est vraiment assez touffu. Donc, bref, voilà. Libre à chacun de vous de creuser dans cette direction si ça vous intéresse. Et donc si cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Et n'hésitez pas à poser vos éventuelles questions sur le sujet à Fabien dans les commentaires. Je lui ferai suivre ou tu viendras y répondre si tu en as envie. Voilà, salut Internet! Salut!